Bonjour. Alors, cette petite vidéo pour faire une première lecture de la présentation que je vais faire autour de l'agilité. Donc, la première, ce sera à la FUB-Day 2020. Donc, c'est le 3 juillet. Donc, voilà, je la poste pour relecture avec quelques petites mentions utiles pour préciser dès le départ, c'est que c'est vraiment une première lecture. C'est-à-dire que les slides sont prêtes, elles ne sont pas officiellement terminé. Il y a deux petites choses que je voudrais modifier, améliorer. Par contre, il ne faudra pas hésiter quand même à faire des retours sur la forme. Même si c'est déjà prévu, ben, ça fait du bien de savoir qu'il faut bien le prévoir. Et pour le texte, j'ai écrit vite fait quelque chose pour ne pas perdre le fil ce soir, mais il faudra bien entendu que je le répète et que je l'améliore au fil du temps. Donc là aussi, c'est pareil, il ne faudra pas hésiter à me faire des retours sur le ton, sur la façon de parler, le rythme, parce que c'est une présentation de 20 minutes, donc 20 minutes dont les questions aussi. Donc, ça va être assez chaud pour moi. Donc, voilà, c'est un premier test. Il est 20h42. On va commencer. Je partage les slides et c'est parti. Donc, bonjour. Nous voilà partis pour une nouvelle aventure. Rendez l'agilité aux développeurs et aux développeuses. L'aventure, plutôt le livre dont vous êtes le héros. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de livre, si vous en avez connu comme moi pendant votre enfance. On va d'abord vous présenter les personnages principaux. Il y en a plusieurs, mais ceux-là vont être structurants. Donc, on a Lily, qui est une développeuse PHP, qui a maintenant 2 ans d'expérience et qui intègre une nouvelle société. Elle vient de quitter sa boîte. Et puis, il y a vous et moi, les lecteurs. Nous allons être tantôt développeurs ou tech lead, chef de projet ou pilote, manager, client ou utilisateur final, scrum master ou coach agile, product owner, etc. J'ai pas mis tout ce qui était PMO, etc. Mais c'est bien sûr compris dedans. Et vous allez voir qu'on a tous notre rôle à jouer pour finalement rendre les clés à l'équipe qui se veut agile pour qu'elle le soit vraiment et qu'elle le soit de manière épanouie. Donc, l'histoire. On a notre petite développeuse, Lily, qui démarre un nouveau poste chez la nouvelle entreprise qui s'appelle SeaCool. Son objectif, c'est d'intégrer une toute nouvelle équipe qui produira donc un site internet pour un client qui s'appelle Todo et qui est spécialisé dans la vente de masques. Covid oblige, j'ai refait la presse par rapport à ça. Et nous, managers, à son arrivée, on est super contents. On a très hâte que Lily arrive parce qu'on est en pleine expansion, on n'arrête pas de faire agrandir les équipes. Mais du coup, on est un peu sous l'eau. C'est toujours pareil quand il y a beaucoup d'activités qui arrivent. Et du coup, nous choisissons deux. Premier choix, la faire commencer immédiatement à produire. Après tout, le temps, c'est de l'argent. Ou prendre le temps de faire les présentations. Bon, on est quand même pressé. Donc, on va prendre le premier choix. Donc, Lily se met au travail. C'est le début de ses travaux. Elle a son poste, donc un petit bureau qui traîne dans un coin. On lui a donné les liens vers la documentation. Donc, elle commence. Elle lit beaucoup. Et puis, quand même, en installant ses premiers outils, elle a des questions. Donc, elle va aller voir quelqu'un. Elle ne sait pas qui, elle traîne un peu dans les couloirs. On ne lui a pas présenté. Elle tombe sur un autre nouveau qui dit écoute, moi, j'irai voir la doc si j'étais toi, parce que moi, c'est pareil, je ne connais pas encore trop ce qui se fait dans l'entreprise. Donc, elle retourne voir quelqu'un d'autre, pareil, on ne lui a pas fait les présentations, donc elle ne peut pas inventer, qui lui est un peu plus au courant de ce qui se passe dans l'entreprise et qui lui dit donc, moi, je connais les process, il faut que tu ailles voir dans cet outil-là. Sauf que pour accéder à l'outil, il faut la documentation aussi. Donc, Emma, c'est rebelote. On va voir la doc et on relit et on relit et on relit. Donc, Lily, c'est pas très cool ce qui lui arrive. Elle a l'impression de perdre du temps, elle a l'impression de ne pas être autonome, de ne pas être efficace. Et elle se remet déjà en cause alors que normalement, c'est son premier jour. Elle devrait être contente d'intégrer une nouvelle équipe. Alors, on va arrêter tout. On va arrêter la mésaventure. On s'arrête là. Et on va reprendre là, finalement, le choix qu'on aurait dû faire. Donc, on va aller voir Lily. On va lui dire, écoute, je vais te présenter ton équipe, te présenter les outils, te présenter les process. Tu ne vas pas être toute seule. Et surtout, tu vas faire connaissance de ceux qui vont t'accompagner dans tes futurs projets.
Et ben donc, Lily rencontre ses futurs collègues. Finalement, ils n'étaient pas si loin que ça. Ils étaient 2 étages en dessous. Fallait le savoir. Son équipe qui est composée d'un testeur intégrateur, Jack, de Dave, le product owner, de Chris, la tech lead back-end. Mais finalement, une présentation, c'est pas que dans ce sens-là, c'est aussi un échange. Alors du coup, chacun dit ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire, que ce soit privé, professionnel. Enfin voilà, c'est un réel échange. Et du coup, on a une équipe qui est plutôt contente de se connaître et de voir l'avenir ensemble. Et pour voir l'avenir ensemble, comment on s'y prend? Il faut partager un but commun. Et ce but commun, c'est, il y a un petit couac dans la présentation, je le referai. Le but commun, c'est donc la présentation du projet, de l'objectif final, ce vers quoi ils vont essayer de tous travailler, tous ensemble. C'est une sacrée vision que d'avoir justement un objectif commun sur l'avenir. Voilà, vous avez gagné votre première clé, la clé de la réussite d'une équipe agile. Finalement, juste en leur donnant le temps de se connaître, vous l'avez rendu un peu plus épanoui. Alors, il y en a des nombreuses, des clés là, on n'en verra que 4 aujourd'hui, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui sont faciles à faire et vous verrez, possible par tout le monde. La suite, du coup, ça y est, on est bien calé sur la documentation, les outils, les rôles, les objectifs, tout ça c'est très clair. On commence notre première itération, on s'est mis d'accord sur son périmètre, on s'est mis d'accord sur sa durée, on s'est mis d'accord sur les outils et la façon dont ça allait se faire et la façon de dispatcher aussi les actions. Finalement, on est très, très content. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais mince, l'outil qu'on utilise juste pour vérifier qu'on n'a rien oublié, juste pour s'organiser opérationnellement, finalement, c'est aussi l'outil de pilotage haut niveau qui est utilisé par des pilotes, des chefs de projet, des managers. Et du coup, ça nous laisse une petite place, somme toute, assez restreinte pour faire le suivi de nos propres projets sur le terrain. Donc, l'équipe va voir le pilote transverse en lui disant, est-ce que c'est possible, juste pour notre suivi opérationnel, d'avoir un outil qui nous est propre et puis qu'on se débrouille avec. Et là, nous, en tant que pilote transverse, on a 2 choix. Soit on dit non, on continue comme on a toujours fait, on paye des licences très chères avec l'outil Girafe qu'on utilise pour suivre nos activités, donc il faut les amortir, donc il faut l'utiliser. Ou bien, laisser l'équipe choisir leur outil opérationnel. Bon, après tout, en tant que pilote transverse, on fait tout notre suivi basé automatiquement sur le Girafe, on va continuer à l'utiliser. L'équipe, face à cette décision, ok, on va essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Alors, déjà, ils n'ont pas la main, ils ne sont pas administrateurs, ils ne peuvent pas ajouter autant de champs qu'ils veulent. Ensuite, ils sont assez restreints au niveau des types d'informations et finalement, ils se posent énormément de questions. Dans quel cas je mets cette info? Est-ce qu'il y a une possibilité de rajouter une sous-tâche? Bon, non, parce que justement, tu es déjà arrivé au niveau le plus fin, parce que cet outil sert à gérer tout le pilotage. Peut-on rajouter un champ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Enfin bref, plein de petites questions opérationnelles qui fait que ça fait perdre du temps de ne pas avoir un outil qui répond aux besoins directement. Et puis notre pauvre product owner qui voit son équipe déconfite, mais qui lui aussi, on l'attend pour donner les indicateurs officiels de l'entreprise, c'est très compliqué. Là aussi, l'équipe a l'impression de perdre énormément de temps, le temps qu'ils devraient passer à mettre leur développement en qualité. Ils le passent à se poser des questions et à savoir comment remplir ce truc. Du coup, quand on voit que les indicateurs ne sont pas bons, par exemple le taux d'avancée ou la date butoir qui est largement dépassée, mais qu'on ne peut donner aucune explication, l'indicateur, il est le même, il est faux, enfin, il n'est pas bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir l'unique responsable qui est affecté à la fonctionnalité. Bref, une équipe démotivée complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Plutôt que de les faire continuer à utiliser un outil qui n'est pas fait pour leur travail, on va faire l'inverse. On va les autoriser à utiliser un outil qui répond à leurs besoins et non pas eux qui doivent utiliser un outil parce qu'il est là et il faut que leurs besoins rentrent dedans. Donc, on va y aller. On va permettre à Lily de réaliser, et de son équipe, de réaliser les actions dans un meilleur contexte, mais tout en répondant aux besoins quand même de pilotage transverse de SQL. Car il ne s'agit pas d'accepter
n'importe quel outil sans n'importe quelle condition. La preuve, c'est que l'équipe a choisi un outil super pratique, mais gratuit, qui s'appelle Grello. En plus, ça leur permet de mettre un petit peu d'humour dans ce qu'ils font, de prendre un petit peu de distance de temps en temps, ça fait pas de mal. Ils mettent l'ensemble des tâches qui ne sont pas prêtes encore à être réalisées et qu'il faut réfléchir avant de les passer en prêtes à être réalisées. Ils appellent Congélo. Et puis voilà, ils commencent à travailler, à se répartir les activités. C'est beaucoup plus clair. On a toutes les affectations d'un seul coup. S'il manque un champ, on en rajoute. Si on ne sait pas quel champ doit être utilisé pour telle information, on se met d'accord. C'est vraiment à leur main et ils se l'approprient. Donc forcément, ça facilite l'utilisation. Et qu'est-ce qui se passe? Même si au bout de plusieurs itérations, ils se rendent compte que il y a des petits manques ou il y a des choses encore à améliorer, amélioration continue, ils décident de rajouter une colonne qui leur manquait jusque-là, attester en accessibilité, et hop, le tour est joué. Ça n'a aucun impact sur les autres équipes, c'est vraiment un outil qui leur est propre, donc ils peuvent se le permettre. Et ils peuvent relever comme ça un tas d'obstacles, comme par exemple l'itération d'après. Au secours, il y a des bouchons, on n'arrive plus à prendre en compte le flux des activités, etc. Donc, rien qu'en leur donnant la possibilité d'avoir un outil qui a été choisi par eux, c'est juste leur donner l'autonomie dont ils avaient besoin. Et les indicateurs, vous verrez, vous les aurez quand même, parce qu'ils sortiront d'eux-mêmes de cette utilisation. Alors, certes, ce sera peut-être un petit peu moins automatique, mais vous les aurez quand même. Donc, on a une nouvelle clé de réussite vers une équipe épanouie dans son agilité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils ont mis en place leur outil, ils sont réaffectés, ils s'améliorent en continu. Et puis, il y a les fameux bouchons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on arrive dans la colonne à tester, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul testeur officiel. Et donc, du coup, mes deux développeuses, tout ce qu'elles sont en train de faire, ça cale un petit peu. Et même si on voit là que Lily a aussi des connaissances en accessibilité et donc aide ponctuellement Jack, le développeur, le testeur, à un moment donné, ça bloque un peu. Donc, réflexe, il commence quand même dans l'agilité, il se retourne vers nous, coach agile. À leur demande de comment faire pour résorber les bouchons, deux solutions. Une solution imposée, vous choisissez de positionner un maximum de tâches en parallèle à réaliser, ce qu'on appelle le fameux VIP, Work in Progress Maximum, ou vous les laissez prendre du temps pour s'introspecter, et vous ne faites que votre vrai rôle d'agiliste en les accompagnant dans leur recherche, en leur présentant des concepts qui pourraient les aider, mais sans rien imposer. C'est très important la différenciation. Donc, on va prendre le premier cas où on dit, moi, je connais les équipes d'à côté, j'accompagne l'entreprise et plusieurs entreprises d'à côté, et je sais que ce qui fonctionne chez eux, c'est de mettre un maximum de tâches en parallèle par personne à 2. Bon, toute ressemblance avec une situation vécue est vraie. Donc, cette information-là, l'équipe l'ingère, ok, si le coach le dit, il sait qu'il a raison, c'est un peu notre référent en la matière, on fait confiance. Et il se focalise sur les 3 colonnes qui sont bouchonnées, à savoir les devs en réalisation, la colonne à tester et la colonne à tester en accessibilité, parce qu'après tout, c'est là où est le problème. Donc déjà, ils essayent de réduire la voilure. Le testeur a déjà 2 activités en cours. Chris, elle a 3 activités en parallèle, donc il va falloir qu'elle en lâche une. Et pareil, là où Lily est Dell testeur, peut-être qu'il va falloir qu'elle se focalise sur son expertise première, à savoir développer. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? C'est que finalement, quelques tâches arrivent à échéance, arrivent à être faites. C'est le cas de la tâche 8 là qu'on voit dans la colonne à tester en accessibilité. Le testeur, il continue d'en avoir 2 maximum, il n'en prend pas plus. Lily, c'est bon, elle a réduit à 2 parce que la tâche 5 est passée en attesté. Et pareil pour Chris, elle est arrivée à venir à bout de sa tâche 6. OK, mais qu'est-ce qui se passe après quand mon testeur il est déjà full et que mes devs, il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a des nouveaux qui donc passent à tester? En fait, vous n'allez pas arrêter les demandes
des clients, des utilisateurs finaux, parce que il y a trop de choses qui sont en à tester. Donc finalement, l'équipe se dit, il y a encore des bouchons au bout de, je sais pas moi, 2 semaines de test. C'est moyen. Et puis l'autre, là, il est gentil, mais il commence à être un petit peu lent dans ses tâches. C'est pourtant normal comme situation. On l'a tous plus ou moins rencontré sur le terrain. Mais ça crée certaines tensions et une lassitude. On ne sait pas si on est vraiment efficace. Mettez-vous à la place du testeur. C'est pas évident. Donc stop. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Soit on s'en rend assez vite compte et on fait de l'amélioration continue, mais je pense que le mieux, c'est pas d'imposer les choses, c'est de justement se poser tous ensemble, faire le point, amener des concepts qui pourraient être des leviers d'amélioration continue, comme je vous ai dit le concept de VIP, de tâches prêtes à être réalisées et de qualité, et ensuite, on essaye tous ensemble de voir la solution. Donc, qu'est-ce qui se passe? La fameuse introspection. On réunit l'équipe pour faire une pause, on arrête, on pose le crayon, enfin on pose le clavier plutôt, on arrête de développer. Le coach agile joue son rôle de « je vous apporte les clés de ce qui pourrait vous permettre de vous améliorer ». Il explique le concept de work in progress, de definition of ready d'une tâche, de la qualité. Qu'est-ce que la qualité chez vous? On se pose les bonnes questions pour définir le périmètre et le contexte de chaque concept. On corrige aussi certaines erreurs. Le VIP, ce n'est pas un maximum de tâches par personne, mais comme on l'a dit tout à l'heure, mais un maximum de tâches par état. Et là, déjà, une fois que vous avez ces concepts dans les mains, qu'est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous pensez? Et bien, l'équipe de Lily réfléchit. Et finalement, si en ayant ça en tête, on se disait que ce n'est pas forcément la colonne Go et à tester qui sont bouchonnées. Est-ce que c'est pas parce qu'on prend trop de choses qui ne sont finalement pas prêtes que du coup on en passe plein en développer d'un coup? Et du coup, le testeur, au bout d'un moment, quand tout est fini, quand plus rien n'est en attente, il se retrouve avec forcément une tonne de tâches à traiter. Et puis finalement, est-ce qu'on aide suffisamment le testeur? Est-ce que la notion de qualité, le fait de l'aider à construire ses tests dès le départ, même avant les développements, est-ce que ce n'est pas un axe d'amélioration? Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se posent. Et finalement, on se dit que, ok, peut-être qu'on ne va pas réussir à livrer, à avoir un flux de tâches finies énorme. Peut-être qu'on n'en aura que 3, mais au moins, on l'aura fait de manière fluide et de manière intelligente et sans soit se tourner les pouces, soit être à fond dans son test. Donc, on a quand même une équipe plus épanouie quand elle a les clés de sa propre réussite. Et du coup, quand on regarde un peu plus le produit et qu'on se dit, OK, on a fait tout ça, est-ce qu'on part tout de suite en production? Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, l'agilité, c'est ça un petit peu l'idée derrière, c'est qu'on peut livrer quelque chose qui fonctionne assez régulièrement. Et notre PO, il est tellement content qu'il dit, attendez, ça fonctionne bien, on pourrait déjà livrer, mais il nous faut l'aval du client. Après tout, c'est lui l'utilisateur final. Et quand on nous demande ça au bout de, finalement, ça fait que 2 semaines qu'ils commencent à développer, eux, ils ont déjà 3 fonctionnalités terminées. Le client, il dit, j'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Est-ce que finalement, je fais pas confiance à l'équipe et je validerai en une seule fois l'ensemble des modifications qu'ils ont faites, mais plus tard, ce sera plus efficace, on fera tout d'un coup. Ou bien, OK, ils me demandent de consacrer du temps assez fréquemment pour qu'on s'aligne tous ensemble sur la vision du produit final. Bon, allez, je vais passer un petit peu de temps avec eux. Bon, disons que je suis vraiment très, très, très short là en tant que client. J'ai vraiment autre chose à faire et à penser. J'ai d'autres produits à élaborer et à faire demander à développer. Donc, allez, je leur fais confiance et ils me donneront ce qu'ils me donneront à la fin. Et bien finalement, quand on arrive à avoir une liste de choses terminées assez énorme, qu'on a un produit somme toute, assez joli, on est assez fiers, l'équipe est contente d'elle. Et puis que tout d'un coup, quand on fait la première revue de ce truc-là au bout de X semaines, le client n'est pas du tout content. Ah mais non, ça ne va pas du tout. Ce navigateur-là, ça fait longtemps qu'on ne le supporte plus dans la boîte. Ce menu-là, ce n'était pas du tout ça que je voulais le voulais à droite. Enfin bref. Les critiques s'empilent et là, on ne fait que la première page. Le reste, c'est encore plus catastrophique. Du coup, on se retrouve avec une liste de modifications encore plus énorme que celle qu'on vient de finir. Et puis en plus, vu qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, le site, on ne va tout bonnement pas le livrer en production du tout. Donc, il n'y a aucune fonctionnalité qui sera utile
en tout cas utilisé par le client final. Je ne vous raconte pas la motivation de l'équipe. Dans ces cas-là, c'est assez catastrophique. Et puis, on se dit stop, il y a un truc qui ne va pas. On a mal fait un truc, on a mal décidé quelque chose. On fait un petit retour en arrière. Je me remets dans ma peau de client et je dis, OK, on va peut-être avoir des échanges un peu plus fréquents. On va peut-être s'aligner un peu plus fréquemment et on va essayer d'être constructif dès le départ. On rembobine. La première revue d'itération que l'on fait, en fait, c'est une démonstration de ce qu'on a terminé. On raconte aussi un petit peu la vie de l'équipe. Et peut-être qu'on ne présentera que 3 fonctionnalités. Bah là, il n'y a que le navigateur, le menu, il n'y a même pas de bouton qui fonctionne, et le texte de bienvenue. Mais déjà, le client est super content. Il dit juste, attention, on ne s'est pas très bien compris sur cette fonctionnalité-là, je ne la voulais pas, le menu, je ne le voulais pas en gros en haut, je le voulais à droite. Bon, bah, c'est pas grave, on a encore la tête dedans vu qu'on vient de le livrer, donc la modification sera assez simple et on pourra quand même faire les autres fonctionnalités qu'on avait déjà prévu de faire. Deuxième itération, une nouvelle présentation, cette fois-ci alignée avec le retour qu'on vient d'avoir du client. Et le client en profite pour dire c'est bien, mais attention, je viens d'avoir l'information cette semaine qu'on ne supportait plus ce navigateur-là. Pas de souci, on avance petit à petit, on amène de la valeur au produit, troisième itération, etc., pour arriver à un site final qui plaît normalement au client, qui n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités qui étaient prévues dès le départ, mais ce n'est pas grave, c'est parce que ces besoins de clients ont pu changer et ont pu se réaligner avec le marché. Donc en fait, tout le monde fonctionne bien. On se parle plutôt pas mal dans ces occasions-là parce qu'on se fait confiance mutuellement et surtout on s'engage à ce que finalement, ce qui est produit convient à tout le monde. Là, vous avez récupéré une troisième clé de succès, l'agilité auprès de l'équipe qui a envie de continuer à travailler avec vous en tant que client. Bravo. Ah, j'ai loupé une clé ou c'est moi? Ou c'est passé trop vite? Pardon, je ferai mieux à la vraie présentation. Donc bravo, vous avez gagné les 4 clés de l'agilité que vous avez rendues aux développeurs et développeuses. Donc, chacune d'elles permet d'ouvrir un coffre renfermant un secret, mais qui est finalement pas un secret, c'est que de la logique, c'est que du bah oui, bien sûr. Mais alors pourquoi ce n'est pas fait sur le terrain aujourd'hui en permanence? C'est parce que finalement, prendre le temps d'intégrer une nouvelle personne et de construire une équipe, ça favorise une identité d'une équipe qui fait qu'elle est forte, qu'elle va plus loin et qu'elle s'engage plus vers un objectif de produit. Idem, laisser de l'autonomie à l'équipe de réalisation qui est la mieux placée pour connaître ses besoins. Ça favorise la confiance en soi de chacun, la confiance en soi aussi de l'équipe et sa motivation à aller plus loin. La troisième clé qu'on a récupérée, on a laissé du temps à l'équipe de s'auto-évaluer, de convenir des actions et des façons de faire à mettre en œuvre ou non. Ça favorise l'amélioration continue de l'équipe. Et la dernière clé qu'on a récupérée, on a pris le temps de donner fréquemment son retour en tant que client sur le produit réalisé. Ça favorise l'amélioration continue du produit cette fois et l'engagement de l'équipe. Donc finalement, en faisant et en essayant de mettre en place que des choses assez logiques, assez évidentes, on est arrivé à motiver l'équipe à aller encore plus loin. Donc je vous dis bravo. Moi, je suis Fanny Cloak, je suis accompagnatrice agile chez AppSitTop. J'adore tout ce qui concerne l'amélioration continue, les fins heureuses de travailler en équipe. Je suis co-créatrice de la TADX, Tour Agile and DevOps Expérience à Tours, toujours dans la notion du partage autour de l'agilité. J'ai été grandement aidée pour cette présentation par Bitmoji et je vous remercie parce que vraiment, vous avez été super forts et que je peux compter sur vous pour rendre l'agilité aux mains des développeurs et développeuses chez vous. Et ça a duré 23 minutes. Et j'ai parlé super vite. Et j'ai super chaud. Bon. Il y a eu des loupés. Je m'en suis rendu compte sur la présentation et aussi quand je parlais. Donc, je vais m'améliorer. Je vais aussi faire des pauses, je pense, entre chaque clé qui manquait. Je m'en suis rendu compte pour bien focaliser l'idée importante. Et du coup, quand je reviendrai dessus, quand je vais récapituler les 4 clés à la fin, ça fera référence dans la tête des gens qui auront écouté du coup.
Parce que des fois, le plus important, c'est pas de parler et de dire les choses, c'est aussi de marquer les pauses pour bien les faire comprendre. Bon, voilà, c'était un premier jet. Et puis, comme je tenais à me faire relire et écouter pour avoir des retours assez en amont, vu que la présentation, c'est le 3 juillet, je voulais avoir le temps de les prendre en compte sérieusement. Merci. Et il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est ce qui va m'aider à faire mieux. Merci. Des bisous au ou à la relectrice. Je verrai. Je vais peut-être la donner à ma maman aussi. Allez, à plus.